Ils sont là. On va parler bien sûr de ce partenariat transpacifique encore parce que, veut pas, ça a été l'essentiel, un enjeu important dans cette campagne électorale aujourd'hui. Alec, on a vu M. Harper là, qui a voulu rassurer les travailleurs de l'Ontario, de l'automobile entre autres. Là. Disant, on ne vous oublie pas là-dedans. Hier, on avait la compensation pour les agriculteurs, sachant que pour la gestion de l'offre, on allait avoir des cris indignés assez importants. Là, ça se préparait depuis un moment. Puis évidemment, dans le secteur automobile aussi, il y a des gens qui sont insatisfaits. Donc, on est allé faire une annonce aujourd'hui dans le sud de l'Ontario. Là où, incidemment, Thomas Mulcair avait passé toute la journée dimanche à faire 6 circonscriptions, justement, dans les régions importantes pour l'industrie automobile. Donc là, on est allé annoncer le milliard de dollars d'aide. C'est un peu un aveu aussi par la bande qu'il y a des secteurs qui vont être touchés par ce type de partenariat-là, qu'il va y avoir des emplois qui vont être perdus puis qu'on leur donne une compensation pour essayer de se renouveler, tirer leur épingle du jeu. Donc, c'est ce que Stephen Harper, mais il le savait depuis un bon moment qu'il allait avoir dans certains secteurs des gens très insatisfaits. Puis visiblement, on avait préparé le terrain du côté des conservateurs. Là. Quand un élément important arrive dans une campagne, les chefs, bien sûr, les partis doivent se positionner. M. Mulcair a choisi, Chantal, très clairement d'être contre. M. Harper, bien sûr, il est très, très pour. M. Trudeau, il n'est pas contre du tout. Là. Il dit que j'attends de voir les détails. Attendez-vous pas à ce que M. Trudeau dise je suis pour à la vie, à la mort ou je suis contre d'ici aux élections, puisque sa position, c'est qu'on fera un débat et le débat sera plus large que simplement les députés de la Chambre des communes quand on aura les vrais textes en main, mais le Parti libéral est pro-libre-échange. D'ailleurs, je vous ferai remarquer, parce que peu de gens en ont parlé, mais le Bloc québécois a dit hier qu'il était très déçu par ce qui arrivait possiblement à la gestion de l'offre, mais moi, je suis allé lire le communiqué 3 fois, là, et il disait pas, et comme M. Mulcair, nous allons voter contre, il disait on n'est pas prêt à dire qu'on va voter pour, ce qui est complètement différent. Je veux juste revenir à M. Harper en Ontario. Hier, la première ministre de l'Ontario, Mme Wynne, vous le savez, c'est pas une fan de Stephen Harper, a fait un discours assez enflammé pour descendre en flamme les conservateurs, mais elle n'a pas mentionné l'entente transpacifique parce que d'après ce que j'en comprends, le gouvernement libéral de l'Ontario est plutôt d'accord avec l'entente. Vous avez raison pour le Bloc. D'ailleurs, on en a parlé avec Denis Ferland tout à l'heure. Le Bloc qui reprend la tradition québécoise d'être ouvert aux accords de libre-échange. Bien sûr, on se soucie du sort des fermes laitières, entre autres. Oui, mais il ne faut pas oublier, le Bloc a commencé cette campagne-là avec des slogans comme « Qui prend pays, prend parti », parce qu'ils voulaient aller chercher la base souverainiste. Là, ils sont allés la chercher. S'ils veulent aller chercher d'autres voies, il faut qu'ils aillent chercher quelque chose qui ressemble au consensus de l'Assemblée nationale, qui se faisait très fort de défendre à une certaine époque. Le consensus de l'Assemblée nationale, M. Couillard, il se déchire pas la chemise sur cette entente-là. Bien au contraire. Alors oui, il y a des choses dans l'industrie laitière qui plaisent pas, qui passent pas actuellement, mais il y a un programme de compensation. En Ontario, c'est l'industrie automobile où ça va faire probablement plus mal même que dans l'agriculture, parce que là, on parle que tous ceux qui font des pièces, mais des pièces qui sont à basse valeur ajoutée, là, des plaquettes de frein, des caoutchoucs autour des pare-brises, etc., ça va être fait en Corée, ça va être fait en Chine, ça va être fait ailleurs à partir de maintenant. Alors là, il va y avoir de la perte d'emploi. C'est pour ça que la compensation, elle est dans le fond d'innovation de l'automobile, en disant, là, vous ferez des nouvelles pièces, des logiciels, des choses comme ça. Une valeur ajoutée, parce que les caoutchoucs, là, ça rapporte pas. Et pour revenir quelques secondes au Bloc, quand même, il faut se souvenir que le Parti québécois au pouvoir, au moment où on conclut l'entente Canada-Europe, accepte les concessions sur la gestion de l'offre qui vont toucher les fromagers, parce que cette entente-là est plus importante que les concessions sur la gestion de l'offre. Alors, imaginez que M. Duceppe, qui d'autre part a tendance à dire blanc quand le NPD dit noir, et ça donne que ça lui permet de respecter son schéma de couleur, ça aurait été ça tombe bien dans ce cas-là. Oui, ben oui. Il y avait une logique là-dedans, mais c'était quand même intéressant, parce que vendredi, à TVA, M. Duceppe accusait presque Stephen Harper de vouloir exécuter, c'est fini, la gestion de l'offre, et ça va être vous. Puis là, lundi, ouais, c'est pas si pire, finalement. Ou en tout cas, je suis pas prêt à dire que moi, je déchirerais cette entente-là. Et il y a beaucoup on verra, il n'y a pas de sondage là-dessus, mais on imagine qu'il y a beaucoup de Canadiens qui regardent cette entente-là en disant, est-ce que vraiment on aurait pu être à l'extérieur de ce cercle-là et de vouloir aller jouer? On est un pays qui exporte, là.
un pays d'exportation. Oui, 35 millions d'habitants, on a besoin d'avoir accès aux différents marchés. Ceci dit, est-ce que tout le monde est convaincu que Stephen Harper a eu l'option optimale? Est-ce qu'on a eu vraiment l'entente qu'on pouvait le mieux obtenir? Ça, c'est une question, on n'aura pas la réponse parce qu'on n'a pas vu les textes, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a exactement dans les détails. Souvenez-vous de l'accord avec l'Union européenne qui a été annoncé à plus d'une reprise. Stephen Harper s'est même rendu en Europe pour être capable de la signer. Elle n'est toujours pas ratifiée par aucun Parlement canadien et aucun Parlement européen. Il n'y a toujours pas de texte. Pourquoi? Parce que les parlements européens, quand ils ont vu certains détails, se sont dit des choses qu'on n'aime pas là-dedans. Parce que les négociateurs ont fait, il y a des choses qui, politiquement, on aime moins. Et là, on est en train de réécrire certaines clauses. Est-ce que l'entente de principe tient encore avec l'Union européenne? On n'est même pas certain. Et là, j'entendais parler les démocrates aux États-Unis, même les républicains, comme Donald Trump, qui n'aiment pas beaucoup l'entente. Cet accord-là est loin d'être ratifié là, dans les 12 pays partenaires. Rappelez-vous, Patrice, c'est à une toute autre échelle, mais quand on est allé à Meach et que tout le monde est sorti en chantant, on s'est re-rencontrés au Langevin pour animer ce qu'on avait convenu en chantant à Meach. Et on a passé, et là, c'était juste nous, là, le Canada tout petit, on a passé une nuit sur le trottoir à attendre que ces gens-là réussissent à accoucher d'un vrai accord. Puis il y avait juste 5 points dans Meach. C'était pas si sorcier que ça. Alors imaginez, là, il y a 12 pays. Cela dit, le vrai joueur, c'est le président Obama qui a fait passer un fast-track, qui tient cette chose-là. Ça fait partie de son héritage. Et un fast-track, ça veut dire on ne peut pas amender. Là, si on le prend ou on le laisse, c'est tout ce qu'on peut faire. À partir de ce moment-là, quand les États-Unis auront ratifié, s'ils ratifient bien sûr, ça va aller relativement rapidement. C'est plus facile de passer celui-là que de passer à l'Union européenne. C'est lui qui a l'horloge, en autre mot. Oui. Très bien. Partenariat transpacifique. Vous avez peut-être manqué les échanges aujourd'hui entre le maire Coderre et la ministre Glougac. On aime se divertir, nous aussi. Est-ce qu'on l'a, l'extrait? Je les prends un peu de courpote de M. Lebel, mais du maire de Montréal qui parle. Non, on l'a pas. Oui, on l'a présenté au début de l'émission. En tout cas, si on le trouve, on va le représenter. Les pierres à feu sont là. Avec les pierres à feu, il accuse le gouvernement conservateur, il dit ils vont pas nous faire la morale alors qu'eux pensent que les pierres à feu, c'est un documentaire. C'est une vieille ligne, ça, qui date d'il y a 8-9 ans. Même. Je pense que même Denis Coderre l'avait dit à l'époque où il était au Parlement fédéral comme député libéral. Donc ça date quand même. Mais là, le maire de Montréal, furieux, qui dit le gouvernement conservateur fait de la petite politique en bloquant un déversement. Vous avez entendu M. Coderre était avec moi un peu plus tard. Pleine campagne électorale. C'est peut-être le premier dossier où M. Coderre a de la misère. C'est plus difficile à vendre ça pour les Montréalais parce que de façon réflexe, on l'a, Coderre. On va l'écouter. Si le gouvernement canadien, qui est vraiment très crédible en matière de science, qui pense que les pierres à feu, c'est un documentaire, puis qui essaye de nous faire la leçon, qui veut gagner des petits points politiques parce qu'ils sont à la croisée de leur chemin, bien moi, j'embarque pas là-dedans. Ce que je fais, par exemple, parce qu'il faut être au-dessus de tout ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est la santé publique. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver les options possibles et de trouver une solution par rapport à ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en dites de ce débat, Alec? Bien, 8 milliards de litres d'eau usée, ça frappe l'imaginaire. Hein? Donc, c'est pas pour rien qu'on en parle puis qu'on est pris avec une patate chaude politique. Ceci dit, si c'est vrai ce que Denis Coderre dit, qu'il y a 1 an maintenant qu'Environnement Canada a les études et qu'à moins de 2 semaines de la date prévue du déversement, soudainement, Denis Lebel dit « Écoutez, moi j'ai encore quelques questions. Il y a quelque chose là-dedans qui sent la campagne électorale. » Et un tel déversement-là a été approuvé en 2003 sous un gouvernement libéral, en 2007 sous un gouvernement conservateur. Et on peut penser que s'il n'y avait pas de campagne électorale, il y aurait un déversement comme si de rien n'était. Mais attention, là, d'abord, il y a deux partis, à ce que je sache, le Bloc québécois et M. Mulcair, donc le NPD, qui ont dit si c'était moi, j'aurais dit non. Donc, ils ont mis en cause la gestion des conservateurs. M. Trudeau, il me semble, a été un petit peu plus diplomate. Il a dit ça prouve qu'on n'a pas mis assez d'argent dans les infrastructures. Mais, bien franchement, pour avoir couvert Jean Charest et Lucien Bouchard nommément comme ministre de l'Environnement et avoir vu Denis Coderre quand il était ministre de l'Immigration ou des Sports amateurs, s'il était ministre de l'Environnement en campagne aujourd'hui, il ferait exactement la même chose. L'autre chose, il y a une délicate ironie de voir Denis Coderre dire « Ils font de la petite politique, moi, j'ai jamais fait ça. » Monsieur qui démolit les plateformes de Post Canada. N'oublions pas outre le fait qu'on est en campagne électorale puis que le gouvernement ne veut pas voir un tapis se glisser sous ses pieds, et ça peut devenir ça, il y a aussi une petite vengeance qui se mange froid. Là. Toi, tu te promènes avec des pépines puis tu fais pas de petite politique, ben regarde, on va te montrer comment ça se fait de la politique. Bon, on ne saura pas, parce qu'il a besoin du feu vert d'Ottawa, malgré tout. Là, les paroles, mais il a besoin du feu vert d'Ottawa. Mais il pourrait l'avoir, genre, le 20.
une belle date, ça. Le lendemain des élections. Ça doit commencer le 18, d'ailleurs. Quelle date? La veille des élections, oui, ce déversement. On peut retarder 2 jours. Bon. Est-ce qu'on parle de sondage, messieurs, dames? Ou... Est-ce qu'on peut parler de NICAP? Oui. Surtout plutôt que de sondages qui sont Chantal, vous nous avez amené une information, monsieur Harper, dans une entrevue radio, j'imagine. Télé à CBC, à cette heure-ci, là. qui vient de passer en ondes. Donc, qui explore la voie québécoise, c'est-à-dire d'interdire que des fonctionnaires portent le niqab. Donc, ça va plus loin que la cérémonie de citoyenneté. Oui, il dit, je vais essayer de le citer au texte, il se fait demander, est-ce que vous envisageriez d'étendre votre idée d'interdiction de niqab à la fonction publique fédérale? Et il répond, c'est quelque chose que nous examinons. Il y a un projet de loi à l'étude au Québec en ce moment et nous l'examinons. Et là, je vous le dis tout de suite, les salles de rédaction de Toronto et d'ailleurs sont en train de s'enflammer là-dessus parce que le signal que ça envoie, c'est pas juste au Québec que ça a l'air de marcher. Et moi, ce que j'en conclus, c'est que ça doit être un filon qui profite vraiment aux conservateurs parce que ce faisant, M. Harper, délibérément, élargit ce débat sur les valeurs remet le débat. Et le remet dans le paysage pour d'ici à la fin de la campagne. Tony Clement, qui est son président du Conseil du Trésor, qui gère les fonctionnaires, a reçu exactement la même question au printemps. Après le premier jugement en Cour fédérale, il a dit il n'y en est pas question. On ne va pas légiférer là-dessus. Le serment de citoyenneté, c'est une chose, mais les fonctionnaires, c'est une autre chose. Là, que Stephen Harper dise on étudie la question, il n'a pas dit je vais légiférer là-dessus, contrairement au serment de citoyenneté. J'étudie la question. C'est clair qu'il y a un lien direct avec la remontée qu'ils ont eu dans les sondages après cette question-là. Stephen Harper ne laisse pas échapper beaucoup de choses qui ne sont pas tactiquement payantes. Donc tout ça est dessiné, prévu. Ce que ça veut dire aussi, c'est qu'au Québec, il sent qu'il peut gagner des sièges, mais à l'extérieur aussi qu'il peut gagner des sièges avec ça, cette question-là. Parce que les sondages, les derniers sondages au Canada anglais sont un petit peu plus bas qu'au Québec, puis le mot-clé ici, c'est un petit peu, pas vraiment plus bas. C'est 70 au Québec, c'est un petit peu moins dans le reste du Canada. 75 le niveau d'appui dans les sondages. Ce niveau qui baisse, par contre, quand on parle du fait que les gens s'identifient, alors il faut faire attention quand même. M. Harper, selon moi, s'embarque sur un terrain glissant, mais il doit penser qu'il y a de la glace quand même. Mais peut-être payant. Glissant, mais peut-être payant. Et ça doit vouloir dire que les libéraux qui sont les plus identifiés hors Québec à l'autre option sont en montée à l'extérieur du Québec. Parce que ça, c'est l'autre mystère, mais il y en a plusieurs. M. Mulcair a payé, apparemment, on verra, il n'y a peut-être pas que ça, là, évidemment, mais il a payé assez cher sa position sur le niqab au Québec. M. Trudeau, au Québec, n'a pas payé. Il a la même position. Parce qu'il est identifié à la charte. Parce que son électorat, et vous le voyez dans les intentions de vote, son électorat se reconnaît dans la position de Justin Trudeau. C'est un électorat qui voit le Parti libéral comme le parti de la charte. Ça aurait été le choc dans la clientèle libérale si Justin Trudeau avait découvert que la charte, ça l'intéressait moins. Mais pour M. Mulcair, ça a été aussi un révélateur pour certaines choses. Il s'est fait accuser dès le début de la campagne, et par Trudeau, et par Duceppe, de dire il dit pas la même chose en français et en anglais. C'est quelqu'un à qui on peut pas faire confiance. Et là, pour plusieurs Québécois qui avaient voté pour le NPD, l'affaire du niqab a comme été un révélateur. Ah, ils pensent pas comme moi, finalement. Et c'est l'effet combiné des deux, à mon avis, parce que faire dire qu'on est un visage à deux faces en politique, on peut pas survivre à ça longtemps. Et à ce jour, je comprends pas pourquoi M. Mulcair n'a pas répondu à ça dès le début. Comme s'il avait déçu plusieurs Québécois. Exactement. Qui le pensaient sur cette question-là ailleurs, alors que Trudeau, on sait qu'il est déjà là sur la question. Et qui n'a peut-être pas donné de raison aux gens qui ont décroché de rester accrochés au NPD. Là, je suis indiscipliné, c'est terminé, mais je veux quand même voir quelques secondes le nanos, là, on est habitué à cette émission. Bon, intention de vote au Canada, ça a bougé pas beaucoup depuis hier, mais contredit par deux autres sondages. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais cette avance des libéraux est contredite par deux sondages. M. Nanel, ces jours-ci, il est tout seul à avoir le pas à mettre les libéraux en avance en dehors de la marge d'erreur. Alors, il faut temporiser un peu. C'est ce qu'on voulait vous entendre dire. Il y a même, le ECOST aujourd'hui suggère même que les conservateurs sont à égalité avec le NPD en tête au Québec. Je vous dis ça, sous réserve. Je vous le vends pas pour souper, là. Mais je vous le dis, ça existe, c'est là. Puis on parle aux maisons de sondage, ça monte. C'est un enfer, cette campagne-là, pour eux. Là. Au Québec, c'est rendu une minute à 4. Imaginez, c'est une boîte à surprise. Là. Wow. Au moins, on s'amuse. Oui, on va finir tard, nous autres. On va finir tard l'autre soir. Vous n'êtes pas là avec nous, Chantal, mais on va passer finir à tard, vous, elle aussi. parce que vous êtes à CBC, la soirée électorale.
Bon, on va se reparler d'ici là de toute façon. Messieurs, dames, il faut vraiment qu'avant quelqu'un va venir me sortir du plateau. Oui, salut, monsieur, avec un crochet. On va à la pause, on revient tout de suite.